Dans ce cinquième module du traitement endodontique, nous allons aborder maintenant l'obturation après la mise en forme. Donc le canal est nettoyé, désinfecté, séché, et il va falloir l'obturer de façon tridimensionnelle afin de pérenniser la désinfection et maintenir cette asepsie dans le temps. Donc dans ce module, nous allons aborder dans un premier temps les principes généraux de l'obturation et compléter ce module par le suivant qui abordera les techniques d'obturation, notamment celles utilisées avec le système B et le thermafil. Les objectifs de l'obturation sont relativement nombreux, mais on en dénote deux principaux. Le premier étant les objectifs techniques, et l'objectif technique de l'obturation, c'est d'assurer une étanchéité pour éviter la percolation secondaire des canaux par des bactéries. Le deuxième objectif principal n'est pas technique mais biologique, et l'objectif de l'obturation à ce stade est de créer un environnement favorable à la cicatrisation périapicale et la régénération osseuse. Donc ces deux objectifs sont les deux maîtres d'œuvre, les deux maîtres mots de l'obturation en endodontie, et nous allons présenter dans cette partie, dans ce module, les éléments qui constituent ces objectifs et qui permettent de les atteindre. Depuis les travaux de Kakehashi en 1965, nous savons pertinemment que le problème majeur de l'endodontie, ce sont les irritants bactériens et leurs produits qui sont directement en cause dans la pathologie périapicale. Donc les bactéries et leurs toxines, telles que les lipopolysaccharides et autres produits de dégradation ou d'origine bactérienne, vont coloniser le système endodontique, et en cherchant à sortir, si on peut imaginer et objectiver la chose comme cela, eh bien en cherchant à sortir du système endodontique, elles vont être en communication directe avec l'os et la région périapicale, ou au niveau de la sortie des canaux latéraux, déclenchant ainsi une réponse immunitaire de défense de l'organisme. Et les cellules de défense, les mécanismes de défense, vont créer aux dépens de l'os la formation d'un tissu granulomateux ou kystique qui servira en quelque sorte de barrière protégeant les tissus périapicaux de l'infection endocanalaire. Donc le traitement endodontique peut être décomposé en deux étapes principales. La première qui consiste à désinfecter le canal grâce à la mise en forme canalaire par les instruments, la préparation instrumentale, et l'irrigation qui va permettre d'éliminer les débris et de désinfecter le système endodontique. La deuxième partie du traitement endodontique qui est constituée par l'obturation, eh bien, va permettre, en remplissant le système complet par un matériau inerte qui est scellé aux parois, eh bien, va prévenir d'une réinfection, d'une infection secondaire. Et donc on voit ici tout l'intérêt de l'obturation, c'est d'une part de pérenniser une situation d'une zone désinfectée, indemne de toute bactérie, ou quasiment indemne, et d'autre part, éventuellement, d'avoir un rôle biologique pouvant stimuler la cicatrisation par régénération osseuse. À partir de ce constat et ce rationnel étant établi, eh bien, on voit que le but de l'obturation endodontique se décompose en 4 points. Le premier, donc, c'est ce que l'on vient de dire, c'est de prévenir toute infiltration bactérienne vers le périapex, dans le cas où il resterait des bactéries dans le système endodontique, ce qui est finalement souvent le cas, puisque malgré toute l'attention et la précision apportée au geste du traitement endodontique, il est quasiment impossible d'obtenir une stérilisation du canal. Donc il persistera toujours un certain nombre de bactéries au sein du système endodontique, et le but à long terme sera d'éviter que ces bactéries puissent passer dans la zone périapicale. Le deuxième but de l'obturation, c'est d'emprisonner finalement ces irritants persistants afin de limiter leur développement en bloquant leur source de nutriments et en limitant les espaces vides qui permet la prolifération bactérienne.
Et enfin, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, c'est de créer un environnement biologique favorable à la cicatrisation. Et idéalement, l'obturation devrait avoir, grâce à la pharmacologie, un rôle dans le processus de cicatrisation. Eh bien, ces 4 éléments présentés ici ont été décrits dans le premier papier d'Herbert Schilder, Filling the Root Canal in Three Dimensions, publié en 1967, 7 ans avant le papier Cleaning and Shaping the Root Canal. Donc, cette étanchéité, même si ici nous traiterons uniquement de l'obturation canalaire, l'obturation du système canalaire, eh bien l'étanchéité en endodontie est finalement triple, puisque la première étanchéité qui va être recherchée sera celle au niveau coronaire. Un défaut d'étanchéité au niveau de la restauration coronaire va laisser passer les bactéries qui seront en mesure de coloniser le système endodontique, notamment s'il est mal obturé. La deuxième étanchéité est ce que l'on appelle l'étanchéité endodontique, c'est-à-dire le remplissage du canal en 3 dimensions avec un matériau inerte. Et enfin, la troisième étanchéité sera biologique, et notamment dans le tiers apical. Donc cette étanchéité biologique, idéalement, devrait s'effectuer grâce à une fermeture du canal par un tissu minéralisé, qu'il soit dentinaire, sémantoïde ou sémentaire ou ostéoïde. Et donc, en intervenant au niveau de ces 3 points coronaires, radiculaires et apicales, eh bien, c'est en optimisant ces 3 zones d'étanchéité que l'on préviendra de la récidive de la pathologie endodontique. L'étanchéité canalaire doit concerner l'ensemble du système endodontique, et ce, dans une notion tridimensionnelle. On sait pertinemment, nous avons abordé plusieurs fois ce sujet dans cette formation, mais cela est confirmé et avéré dans l'ensemble des traités d'endodontie, c'est que le système endodontique ne se limite pas à un canal simple, mais est composé d'une arborescence, d'une multitude de canaux latéraux, d'isthmes, d'aberrations anatomiques, qui communiquent toutes entre elles, et idéalement, on devrait, même si cela est quasiment impossible, obturer l'ensemble de ces obturations, l'ensemble de ce volume, pour être sûr d'obtenir une très bonne étanchéité. Sur la radiographie en bas à droite, qui est un document du Dr Ghassan Yared, où dans des conditions expérimentales, la solution d'irrigation a été laissée en place pendant plusieurs minutes, a permis de dissoudre l'ensemble des ramifications, des tissus organiques présents dans les ramifications, et une obturation adéquate montre l'ensemble de ces canaux latéraux multiples obturés au moment de la compaction de gutta chaude. L'étanchéité biologique, quant à elle, est l'étanchéité qui devrait être recherchée quelle que soit la technique utilisée, et c'est notamment cette étanchéité qui est recherchée dans la technique d'obturation de nettoyage et d'obturation de la technique dite scandinave que nous avons développée plus précédemment. Et cette étanchéité biologique, idéalement, est obtenue par la fermeture apicale du canal par un tissu dur, quel qu'il soit. En effet, une fermeture physiologique est la meilleure barrière à la percolation et au passage de bactéries du système endodontique vers la zone périapicale. Cette obturation biologique est finalement difficile à obtenir, puisque la majorité des matériaux utilisés aujourd'hui en odontologie sont biotolérés, mais ne sont pas biocompatibles et encore moins bioactifs. Le seul qui présente une certaine bioactivité aujourd'hui est le MTA, le Mineral Trioxide Aggregate, qui utilise ici, sur ce cas d'apexification d'une dent immature, eh bien, a provoqué une fermeture biologique apicale par apposition de tissus durs dont la nature reste à confirmer. D'autres matériaux sont en voie de développement, et le biodentine, par exemple, présenterait également des propriétés de bioactivité, même si celles-ci méritent d'être confirmées avec des expérimentations complémentaires. Quelle que soit la technique utilisée en endodontie, au niveau de l'exploration clinique, il reste à ce jour un problème de taille, puisque le seul élément que l'on a à notre disposition en routine reste l'imagerie
radiographique, une imagerie en 2 dimensions. Et donc, pour évaluer la qualité d'un traitement endodontique à un instant T, un instant donné, lors de la consultation du patient, eh bien, nous disposons uniquement de cette imagerie en 2D. De nouvelles technologies telles que le cone beam, par exemple, permet d'extrapoler et d'imaginer d'autres moyens d'investigation, mais si cette technologie est intéressante dans la phase de diagnostic, elle reste absolument inapplicable en imagerie post-opératoire systématique. Néanmoins, en regardant une radiographie à un instant T, à moins que le traitement vienne d'être finalisé, il est absolument impossible de dire quel est le matériau qui a été utilisé pour obturer le système canalaire et surtout quelle technique de désinfection. Est-ce que le traitement a été fait dans de bonnes conditions, à savoir sous digue avec une irrigation importante, etc., etc. Aucun de ces éléments, aucune réponse à ces questions ne peut être apportée avec une imagerie en 2 dimensions telle que la radiographie. Et c'est pourtant plus que l'imagerie conventionnelle obtenue à un instant T, eh bien c'est justement ces paramètres auxquels on ne peut pas répondre qui conditionneront le taux de succès et le pronostic du traitement. Et donc ce manque de corrélation entre interprétation radiographique et qualité du traitement a été démontré il y a plusieurs années dans un certain nombre d'études et qui confirme justement le fait que ce n'est pas parce que la radiographie post-opératoire est satisfaisante sur le plan technique que le succès sera forcément corrélé à cette interprétation. Donc une chose que l'on sait, c'est qu'une bonne image radiographie n'est pas forcément associée à un succès clinique, mais inversement, une mauvaise image radiographique sera directement corrélée à un échec clinique. Alors, cette interprétation, ceci est forcément peut être considéré comme une lapalissade, mais néanmoins, la présence d'un échec, l'objectivation d'un échec face à une radiographie post-opératoire qui donne satisfaction est très souvent, à juste titre, considérée comme une frustration par le praticien qui, sous prétexte d'avoir une bonne image radiographique, considère que son traitement a été réalisé dans les règles de l'art. Mais encore une fois, cette radiographie ne nous informe pas de la bonne désinfection, de la bonne utilisation d'hypochlorite de sodium, de l'utilisation d'un champ opératoire au moment du traitement, etc., etc. Donc sur cette radiographie, on a la conclusion de cette absence de corrélation, puisque si un traitement endodontique radiographiquement correct n'est pas forcément un succès biologique, un traitement radiographiquement incorrect sera très probablement, quant à lui, un échec thérapeutique. Alors, venons-en maintenant à les objectifs, enfin le rationnel de l'obturation et les matériaux utilisés conventionnellement en endodontie. La gutta-perca reste le matériau de choix et la gutta-perca est un isomère du caoutchouc, mais finalement un cône de gutta-perca est composé de moins de 20% de ce matériau. Les 80% restants sont représentés par différents produits, différents matériaux, et notamment de l'oxyde de zinc. Le colorant qui va lui donner cette teinte rosée, et d'autres composants tels que le sulfate de barium, qui pour la radiopacité, et des cires, et des résines, etc., etc. Plus un cône est riche en gutta-perca, plus il est rigide. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est l'augmentation de la concentration gutta-perca du cône lui confère une rigidité qui finalement reste incompatible avec l'utilisation que l'on veut en faire. Et donc c'est en modifiant les composants additionnels tels que l'oxyde de zinc notamment que l'on va pouvoir jouer sur la malléabilité de ce matériau, sur son aptitude à se ramollir à la chaleur, à son aptitude à la compaction, etc., etc. Et donc c'est ce qui fait qu'un certain nombre de cônes de gutta vont être dédiés à un certain nombre de techniques telles que la condensation latérale à froid, alors que d'autres, telles que la gutta-mainol, sera beaucoup plus appropriée à la technique de compaction de verticale à chaud.
Donc ces cônes de guttaperca, bien évidemment, existent en différentes conicités, mais il convient de garder à l'esprit que la composition de ce cône va lui conférer des propriétés particulières et que à chaque technique, un cône va y répondre. Donc, si la guttaperca présente une aptitude à la stabilité dimensionnelle, ce qui en fait un matériau de choix finalement, eh bien, un des inconvénients, c'est qu'elle n'a aucune aptitude de scellement aux parois dentinaires. Et donc, il n'y a aucune adhésion ni chimique, ni physique, ni biologique entre la guttaperca et la surface dentinaire. Et donc, pour assurer cette étanchéité et ce scellement, il va falloir adjoindre à l'utilisation de la guttaperca un ciment de scellement qui va permettre une cohésion chimique avec la guttaperca et biochimique ou mécanique avec les parois dentinaires. Le deuxième objectif de ce ciment de scellement, c'est qu'au moment où il va être compacté et poussé grâce à la pression exercée dans le canal, eh bien, sa fluidité va lui permettre de pénétrer dans tous les vides au sein de la gutta compactée et les zones inaccessibles à la guttaperca, notamment à cause de sa viscosité. Et c'est en fait, les ramifications du réseau canalaire, telles que les canaux latéraux, les isthmes, etc., sont finalement obturés par du ciment et très rarement par de la gutta, sauf dans des techniques d'utilisation de gutta en phase alpha particulièrement fluide. Une des propriétés de ces matériaux d'obturation et donc du ciment de scellement, c'est d'assurer qu'il doit être absolument biocompatible ou au moins présenter être très bien biotoléré, puisque, sauf exception, seul le ciment de scellement va pouvoir risquer de passer au-delà du foramen et être en contact avec l'os de la zone périapicale. Il est assez exceptionnel d'avoir de la gutta en contact avec les tissus périapicaux, sauf en cas de propulsion iatrogène. L'inconvénient majeur de ces ciments de scellement, quel qu'il soit, eh bien, c'est que finalement il est soluble et que la moindre contamination par de la salive ou un liquide hydrique va provoquer sa dissolution. La deuxième chose, c'est que ce ciment va très rapidement se faire coloniser par les bactéries, et d'ailleurs ceci est remarquable lorsque dans les phases de retraitement, au moment où on désobture le canal, une odeur parfois pestilentielle en ressort, et bien c'est simplement la prolifération bactérienne au sein du ciment qui est responsable de ce désagrément. Et donc, puisque, contrairement à la gutta, ce ciment de scellement est capable de se faire envahir et contaminée par les bactéries, et que cette zone de joint de sément est finalement soluble dans la salive et les liquides physiologiques, eh bien la technique va devoir se reposer sur une obturation utilisant un maximum de guttaperca et un minimum de ciment de scellement, tout en sachant que ce ciment reste indispensable à la cohésion du matériau et des parois dentinaires. Il existe actuellement un certain nombre de ciments de scellement sur le marché, la plupart incluant un certain nombre de molécules pharmacologiques ou autres molécules chimiques supposées avoir un effet non pas biologique mais pharmaceutique. Les ciments oxyde de zinc Genol sont les plus couramment utilisés, et le plus ancien de tous est la formule de Rickertz qui date des années 1932 et qui présente une excellente propriété rhéologique, c'est-à-dire des propriétés physiques qui lui permettent de s'immiscer dans les moindres recoins du système endodontique, et présente finalement une très bonne biocompatibilité. Donc un certain nombre de ciments commerciaux utilisent cette formule de Rickert. La plus connue est le ciment de Pierre Rolland appelé le Sealite, mais surtout le plus utilisé et le plus adapté à la technique de gutta chaude reste le Pulp Canal Sealer de la société Kerr, distribué dorénavant par Cybronando. La deuxième grande famille de ciments de scellement utilisés en endodontie sont les matériaux à base de résine époxy.
Ce matériau est souvent craint par les praticiens, justement par la connotation de résine qui fait penser aux résines bakélite utilisées il y a plusieurs années et qui étaient particulièrement complexes à éliminer dans les phases de retraitement. Donc ces résines époxy néanmoins sont les matériaux qui assurent la meilleure étanchéité puisqu'il y a une vraie cohésion chimique entre le matériau et la dentine et une très bonne cohésion chimique entre le ciment et la gutta-perca. Donc il existe un certain nombre de formes galéniques sur le marché, le Topsil distribué par MyFair, AH+, par la société de Trait, et Microméga propose également un ciment de scellement à base de résine époxy. Bien évidemment, il est hors de question d'envisager l'obturation par injection de ces ciments ou lentulo, puisqu'il s'agit encore d'une résine, mais bien d'utiliser un minimum de ciment pour assurer l'étanchéité de la gutta sur les parois. Donc les avantages principaux de ces matériaux, de ces ciments à base de résine époxy, sont une excellente étanchéité et probablement les matériaux les plus étanches de tous ceux qui sont disponibles actuellement sur le marché, mais également, contrairement à toute attente, une excellente biocompatibilité. Et ceci en fait un avantage de choix pour les techniques où les risques de dépassement, certes tolérés, certes modérés, sont relativement fréquemment observés. Et le dernier avantage, et non des moindres, c'est que contrairement au ciment oxyde de zinc eugénol, eh bien, ces ciments sont quasiment non résorbables et absolument insolubles dans les fluides. Et donc, ce qui leur donne une stabilité dans le temps absolument remarquable et font de ces ciments à base de résine époxy des matériaux de choix. Alors, le problème et l'inconvénient majeur, c'est les propriétés rhéologiques de ce matériau qui font que malheureusement, ils ne sont pas les matériaux idéaux pour les techniques de condensation verticale à chaud. On verra par contre que dans les techniques d'obturation avec le thermafil notamment, les ciments à base de résine époxy sont les ciments de scellement de choix. Il y a une troisième autre famille de ciments, ce sont les ciments à base d'hydroxyde de calcium, qui, sur le plan cognitif, étaient extrêmement intéressants. En effet, l'hydroxyde de calcium a très longtemps été, et continue d'ailleurs à être utilisé en tant que médication intracanalaire pour induire une cicatrisation, favoriser la cicatrisation. Et donc l'idée d'utiliser des ciments à base d'hydroxyde de calcium comme ciment définitif était tout à fait louable, imaginant que l'on pouvait avoir un relargage d'hydroxyde de calcium en permanence au contact des tissus périapicaux. Un certain nombre de ciments étaient alors proposés, tels que le Silapex par la société Kerando ou l'Apexite par la société Vivadent. Eh bien, comme souvent sur en endodontie et en odontologie en général, eh bien les idées qui paraissent bonnes sur le papier s'avèrent finalement inefficaces ou avec des résultats non anticipés dans la réalité. En effet, si l'hydroxyde de calcium est un excellent médicament biologique, il n'en est pas moins qu'il est extrêmement soluble, notamment dans les fluides, et que finalement, on s'aperçoit que les obturations réalisées avec ces ciments en tant que ciment d'obturation, ciment de scellement, eh bien, se délitent dans le temps, et des dents qui présentaient des guérisons dans un premier temps s'avéraient finalement se vouer à l'échec par une récidive de la lésion, très probablement liée à la dissolution du ciment, créant un espace libre entre le matériau d'obturation qui est la gutta et les parois radiculaires auxquelles elles étaient initialement scellées. Donc en théorie, ces ciments à base d'hydroxyde de calcium induisent la formation de néocéments, c'est cette propriété qui est exploitée dans les techniques d'apexification par apposition et remplacement des
médications à base d'hydroxyde de calcium dans les dents immatures, mais il a deux inconvénients, donc celui qui était présenté préalablement qui est la résorbabilité, et la deuxième qui est liée à son pH très basique et qui est responsable en général d'une inflammation périapicale des tissus périapicaux qui sont à son contact. Donc pour toutes ces raisons, les ciments à base d'hydroxyde de calcium ne peuvent être utilisés comme ciment de scellement définitif dans les techniques d'obturation dites définitives. Une des questions particulièrement importantes est donc à quel moment peut-on décider que l'on peut obturer un canal au cours d'un traitement endodontique. Eh bien, les trois critères non négociables, si je puis dire, pour décider d'obturer un canal sont la fin de la mise en forme du dit canal, et c'est-à-dire que l'instrumentation est terminée, elle a pu être conduite exactement comme on le souhaitait, et que un mètre cône peut être adapté à la longueur de travail. Le deuxième critère nécessaire, c'est que le canal doit pouvoir être séché sans hésitation, et que donc qu'il n'y ait aucun liquide persistant dans le canal, et notamment pas d'exudat inflammatoire. Et le troisième critère est le fait que la dent doit être asymptomatique, c'est-à-dire sans inflammation des tissus périapicaux. J'entends ici inflammation aiguë, telle qu'une desmodontite ou une parodontite apicale en phase aiguë. Si ces trois critères sont rejoints, sont réunis, eh bien le canal en question peut et doit être obturé dans la séance. Alors, malgré le respect de toutes les procédures techniques et des protocoles, il n'est pas exceptionnel d'avoir des dépassements de ciment ou de matériaux d'obturation. Alors, est-ce que ces dépassements représentent un problème, ou finalement peut-on s'affranchir et considérer que le traitement n'est pas forcément ne sera pas forcément un échec sous prétexte qu'il y a un dépassement de matériaux d'obturation. Eh bien, dans le dépassement de matériaux d'obturation, il convient de définir ce de quoi on parle, et bien entendu, un puff de ciment, c'est-à-dire une propulsion d'un tout petit peu de ciment au moment de l'obturation, sera bien entendu sans effet sur le pronostic, alors qu'une injection de ciment au-delà de l'apex de façon démesurée par l'utilisation d'un bourre-pâte ou d'un lentulo, bien entendu, sera absolument préjudiciable. Et donc, si la quantité de ciment est tout à fait raisonnable, et encore une fois qu'il s'agit simplement d'un puff, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, peut-être prévenir le patient des risques de douleurs post-opératoires pendant 24-48 heures qui seraient liés à l'irritation. Là où le problème se pose différemment, c'est si au moment de l'obturation, le mètre cône a été propulsé au-delà du foramen, et que on remarque donc un dépassement non plus de ciment, mais un dépassement de cône. Est-ce que pour autant l'échec sera systématique, et doit-on envisager l'élimination de ce dépassement dans la séance? Eh bien, il convient de définir finalement de décrire deux situations qui finalement radiographiquement se présentent de la même façon. La première, c'est la surextension, c'est-à-dire que au moment de l'obturation, le cône a dépassé le foramen, est allé au-delà et concerne la zone périapicale, mais il n'y a pas d'étanchéité apicale, c'est-à-dire que le canal par exemple peut être ovale et le cône de section circulaire dépasse au-delà du foramen, et finalement on a non seulement un dépassement d'obturation, mais on n'a pas d'étanchéité apicale. Dans ce cas, eh bien, la situation sera nécessairement un échec, et cet échec ne sera pas forcément lié au dépassement du matériau d'obturation, mais plutôt au défaut d'étanchéité consécutif à cette surextension. La deuxième situation est définie par le terme de surobturation, et dans ce cas, on a bien un dépassement de matériau d'obturation du cône de Gutta lié
peut-être à une sous-estimation du diamètre foraminal, et au moment où ce matériau a été poussé en direction apicale pour obturer, eh bien on a un léger dépassement de 1 ou 2 mm maximum, mais malgré ce dépassement, le cône permet d'assurer une excellente étanchéité au niveau du foramen. Eh bien, dans ce cas, puisque l'étanchéité apicale est respectée, il y a de fortes chances pour que le traitement soit un succès. Certains auteurs considèrent que le cône de gutta peut être un élément d'irritation et qu'en contact avec l'os dans la zone périapicale, il pourrait induire, soit par réaction biologique, soit par stimulation mécanique, l'apparition d'une lésion apicale. Ce point est également largement controversé dans la littérature. Il est difficile de se faire une idée précise de la situation, mais notre expérience clinique nous montre que, effectivement, notamment dans les dents à apex large, très apex ouvert, où le contrôle de l'obturation ne s'est pas avéré finalement à 100% efficace, eh bien la cicatrisation d'un certain nombre de lésions semble s'opérer malgré le dépassement et de ces surobturations. Pour autant, il n'est pas question d'inciter à faire des surobturations systématiques puisque elles doivent être considérées quand même comme une notion d'échec, mais la différence entre la surobturation et la surextension est extrêmement importante à prendre en considération puisque dans un cas, eh bien, il faudra envisager le retraitement, alors que dans l'autre, on attendra et on suivra le patient avant de prendre une décision thérapeutique complémentaire. À partir de ces éléments, on va pouvoir maintenant aborder les techniques d'obturation différentes. Il existe un certain nombre de techniques disponibles sur le marché de l'endodontie. Les techniques monocônes, les techniques de compactage, qu'elles soient à froid ou à chaud, les techniques de thermocompactage, le mélange des genres associant condensation latérale à froid et thermocompactage, eh bien, ce sont tout autant des techniques qui ont fait leur